Bonsoir les Ivoiriens. Vous qui êtes déjà connectés, soyez salués. Aurélie Bayeiro, sois salué depuis ta position. Alors, ce soir, on va échanger un peu sur un certain nombre de questions concernant toujours l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Alors, cette actualité est beaucoup plus dominée aujourd'hui par, n'est-ce pas, la mise en place, sinon l'apparition des escadrons de la mort sous le régime d'Alassane Dramane Ouattara, le président Alassane Dramane Ouattara. Oui, je me rappelle comme si c'était ce soir, un ami, un grand frère qui réside ici en France m'interpellait après une de mes vidéos pour me dire, jeune frère, tu as menti quelque part dans ta vidéo. Mais comme je suis beaucoup ouvert, c'est pourquoi je permets à n'importe qui de m'appeler pour me faire des reproches. Parce que écoutez, quand tu as été apprenti, élève, quand je dis élève, pas seulement à l'école des Blancs, dans n'importe quel domaine, tu as toujours l'envie d'apprendre, tu as toujours une place pour les conseils. Donc les conseils des uns et des autres chez moi sont les bienvenus. Donc comme ça il m'a dit, jeune frère, tu as fait une vidéo aujourd'hui où tu as parlé des escadrons de la mort. Tu dis que sous le régime d'Alassane Ouattara, il y a des escadrons de la mort. Franchement, jeune frère, tu es parti loin, c'est pas vrai. Et quand il a fini de parler, je lui ai dit, grand frère, tu sais que quand je parle des escadrons de la mort, nous ne sommes pas obligés de les appeler escadrons. Toi, dans ta position, tu n'es pas obligé de les appeler escadrons de la mort. Mais moi, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je conçois ça comme l'apparition des escadrons de la mort. Et je lui ai donné un certain nombre de détails. Bon, il était réticent sur mes arguments et tout. Après ça même, il y a eu l'assassinat programmé de Soro Kognon à Korogo. Et je lui ai dit, après ça, je l'ai appelé pour lui dire, grand frère, je t'ai parlé de l'existence des escadrons de la mort à Abidjan, tu m'as dit non que je mentais. Enfin, en Côte d'Ivoire, tu m'as dit non que je mentais. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Korogo? Est-ce que tu sais qu'il y a un jeune, un élève, un étudiant, très jeune, qui a été assassiné par les hommes en armes en pleine journée, alors qu'il n'avait rien à voir avec une violence. Ils étaient tout simplement allés pour organiser, n'est-ce pas, ce qu'ils ont appelé une assemblée générale du Rassi à Korogo. Il dit, oui, jeune frère, c'est avec beaucoup d'indignation que j'ai appris que, mais on n'appelle pas ça escadron de la mort. J'ai dit, bon, comme c'est vous qui êtes au pouvoir, vous avez un autre nom pour ça. Maintenant, le jeudi passé, jeudi 17 janvier passé, M. Kader Doumbia, il était à Angré, qui a reçu un coup de fil. Et à peine il sort pour lui dire, jeune, oh, tu es où? Comme si c'était un ami qui venait le voir et tout. À peine il sort, voici une 4x4 de type Michi qui sort avec 4 personnes à bord, bien armées, qui l'encerclent et qui l'enlèvent, qui l'emportent. Et jusqu'à aujourd'hui, il est introuvable. J'ai appelé ce même grand frère pour lui dire, aujourd'hui où je vous parle, j'ai dit, mais grand frère, est-ce que tu es... Excusez-moi, j'avais reçu un appel. Je lui ai dit, grand frère, est-ce que tu sais que le jeudi passé à Abidjan, ils ont enlevé des hommes en armes dans une 4x4 vite teintée. Ils ont enlevé un monsieur qui s'appelle Kader Doumbia, un jeune qui est très proche de Guillaume Soro. Il dit, oui, petit frère, j'ai entendu. Il dit, grand frère, appelons un chat un chat. Ce qui s'est passé le jeudi, là, c'est comme ça les escadrons de la mort opéraient. Et donc, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je dis haut et fort, j'affirme qu'aujourd'hui, il existe en Côte d'Ivoire des escadrons de la mort
qui sont bien mis en place par le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Et nous avons les preuves de ce que nous disons tous les jours. On ne va pas venir ici parler parce qu'on a envie de voir notre pays en feu, en sang, non. Nous, on vient pour alerter les gens, pour dire qu'il y a quelque chose qui se prépare en Côte d'Ivoire. Et quand on dit là, c'est à vous maintenant de voir en ça des choses, des preuves et autres, et puis vous tirez vos propres conclusions. Sinon, nous, on vous dit ce que nous, on dit là. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Avant de poursuivre, parce que j'ai bien écrit le thème de mon intervention aujourd'hui, donc vous qui êtes là maintenant, là, vous savez de quoi je vais parler déjà, parce que je pense que vous avez pris connaissance du titre. J'ai dit que le seul tort, depuis que je suis devenu homme, pour distinguer le lait de l'eau, distinguer le bien du mal, distinguer le bien du mauvais, le seul tort que j'ai fait à mon pays, et je reconnais, et pour ça je vais demander pardon aux Ivoiriens. J'ai dit, le seul tort que j'ai fait à mon peuple de Côte d'Ivoire, moi, c'est d'avoir voté pour que le RDA arrive au pouvoir. C'est d'avoir donné une partie de ma vie, même si elle est petite, pour que le RDA arrive au pouvoir. C'est de croire que le RDA pouvait instaurer un état de droit en Côte d'Ivoire. Donc, Ivoiriens, Ivoiriens, pour ça, vous méritez mon pardon. Pour ça, vous méritez mon pardon. Et tout ce qui... Le RDA n'est pas une partie de Djoula. Donc, quand on vient me dire que tu n'es pas un vrai Djoula, parce que j'ai dit que le seul tort que j'ai pu faire aux Ivoiriens, c'est de croire que sous le régime du RDA, on pouvait respirer, que l'escadron de la mort n'allait plus revenir, que l'expression, la liberté d'expression allait être de mise. J'ai dit pour ça, je demande pardon aux Ivoiriens. Le RDA a été créé par Feu Djini Kobena, qui n'a jamais été Djoula, qui n'a jamais été du Nord, ressortissant du Nord. Donc, arrêtons de croire que le RDA est un parti de Djoula. Et donc, quand un Djoula critique le RDA, on dit qu'il n'est pas bon Djoula. Ou bien il n'est pas un vrai fils du Nord. Mais quand on n'est pas vrai fils du Nord, on peut être vrai fils d'une autre partie de la Côte d'Ivoire. Donc, aux Ivoiriens, je leur demande ce pardon. Ils méritent mon pardon. Parce que plus jamais, je vais reproduire cela. C'est fini. Je ne vais plus voter le RDA. Donc, je pense que pour ça, les Ivoiriens me pardonneront. Oui, merci beaucoup, Claude Do. Henriette Dagri Diabaté n'est pas Djoula, mais elle est du RDA. Donc, arrêtons. Oui, Alula, si tu vois qu'il parle de temps, il n'est pas vrai Djoula, il n'est pas... Ça, c'est votre problème. La politique, nous, on la voit différemment. Alors, si M. Alain Lobognon, député de la nation, qui va en prison avec le drapeau de la Côte d'Ivoire sur lui, pour avoir tué une information, alors la question qui me taraude, sinon les questions qui me taraudent toujours l'esprit, sont celles-ci. En 1993, quand le président Ouattara créa le conseil de sages avec un certain Philippe Yassé Grégoire, en vue de violer la constitution ivoirienne en son article 11, qui donnait au président de l'Assemblée nationale la succession, quand on constatait la vacance du pouvoir, automatiquement l'article 11 de la constitution en 1993 permettait au président de l'Assemblée nationale, qui était Henri Konan Bédié en ce temps, d'être le président intérimaire de la nation ivoirienne. Pourquoi avoir tenté de violer la constitution en 1993, un grain de cheveux de Ouattara, du président Ouattara, n'a pas été inquiété? Alors, chemin faisant, à Odjené, dans le bastion du RDR, quand le président Ouattara disait
que s'ils veulent, on va tout Niamey. Oui, le pays a été Niamey en 2002. Et bien avant cela, en 1999, en septembre, le président Ouattara avait prédit qu'il allait frapper au moment opportun le régime de Henri Konan Bédié et ce régime tombera. Il a dit en ces termes, il dit, je frapperai ce régime moribond et il tombera. Oui, le 24 décembre 1999, le président Ouattara, chose qu'il avait bien promis aux Ivoiriens, a réalisé ce coup d'État. Mais malgré ça, il n'a pas été inquiété par un procureur de la République. C'est plus tard qu'il disait depuis au dîner, s'ils veulent, on va tout Niamey. Voilà, les discours du président Ouattara ont beaucoup précédé les violences en Côte d'Ivoire, mais il n'a jamais été inquiété. Mais pour un tweet, un député se retrouve aujourd'hui à la Maca avec le drapeau sur lui. C'est dommage. Oui, la Côte d'Ivoire, il faut croire, tous les ingrédients sont mis en place aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire replonge. Oui, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais à quoi attend quelqu'un qui consomme un venin aujourd'hui et il a un mal de ventre, demain il consomme le même venin, mais à quoi est-ce qu'il peut s'attendre? Ça a un mal de ventre qui doit s'attendre. Donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, je vous dis que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire précède des touches du bois, mais le cas le plus fréquent, c'est que ça précède une crise. Parce qu'avant le 19 septembre 2002, c'est à peu près les mêmes scènes qui se passaient en Côte d'Ivoire. Oui, c'est à peu près les mêmes scènes qui se passaient en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, Laurent Gbagbo n'a jamais mis un député en prison. Monsieur Alain Lebognon aujourd'hui qui est en prison à la Maca, voilà, c'est ça aussi l'histoire. Alain Lebognon, quand Bédié a mis la direction du RDR en prison, monsieur Amadou Gon Coulibaly était député en son temps. Mais lui, il est parti en prison. Mais ce qui est intéressant, rappelons aux Ivoiriens qu'avant que Henri Konan Bédié ne mette Amadou Gon Coulibaly à la Maca, on a levé son immunité parlementaire avant de l'envoyer à la Maca. Mais ce sont les mêmes Alain Lebognon qui se sont levés en 99 pour lutter pour qu'on libère les Amadou Gon Coulibaly. Et je vous dis que Amadou Gon Coulibaly séjourne aujourd'hui à la Maca par la seule volonté de M. Amadou Gon Coulibaly. Ça, je vous le dis, c'est une information. C'est-à-dire que, parce que quand on dit débat là, il y a débat à part et puis il y a information. Ce que je suis en train de dire, que Amadou Gon Coulibaly, c'est par sa seule volonté qu'aujourd'hui Alain Lebognon à la Maca. Ça, c'est une information que je vous donne. Allez-y dire qu'on a écouté un jeune aujourd'hui qui dit que c'est Amadou Gon qui a donné les instructions d'envoyer Alain Lebognon à la Maca. Ça, je vous le donne comme information. Au-delà d'avoir piétiné les acquis démocratiques de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ce régime prépare? Une autre crise post-électorale. Est-ce que les Ivoiriens sont conscients que Blé Goudé Charles, qui est aujourd'hui à la CPI, est jugé parce qu'il a tout simplement prononcé une expression, il n'y a rien en face? Est-ce que les Ivoiriens savent ça? Et c'est ce qu'il lui a fallu qu'on lui colle un plan commun sur la peau. Parce qu'il a prononcé, il n'y a rien en face. Que ça voulait dire quoi? Ça sont les interprétations du procureur Ben Souda, que je vous dis. Blé Goudé Charles, parce qu'il a dit pendant les élections, ou bien pendant la campagne, qu'il n'y a rien en face, c'est maïs, qu'aujourd'hui, on le traite de criminel à la Cour pénale internationale. Ça, ce sont les interprétations du procureur de la Cour pénale internationale. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Elle a dit, et c'est écrit, que mes Blé Goudé, quand tu disais il n'y a rien en face là, ça voulait dire qu'il y a quelque chose que vous avez déjà préparé. Mais aujourd'hui, un ministre de la République, de surcroît, ministre d'État, ministre de la Défense, je vais vous faire écouter, et qui dit aux Ivoiriens qu'en 2020, il n'y a pas de
de l'élection parce que tout est bouclé. À ceux qui sont encore dans des ambitions personnelles, qui veulent être président coûte que coûte, quel que soit ce que ça coûte au pays, quel que soit le sang versé. Alors il leur dit que 2020 là, c'est déjà calé. Alors, je rappelle aux Ivoiriens que ceux qui l'ont écouté, et je vais vous faire réécouter, il dit Wallah et Billah et Tanlaï. Pour ceux qui sont musulmans savent de quoi il parle. Mais nous prenons à témoin la communauté nationale et internationale que M. Ahmed Bakayoko est dans une logique de guerre en Côte d'Ivoire en 2020. Par la même occasion, le Premier ministre Amadou Gon s'est prononcé. Et lui aussi, il est revenu sur les mêmes thèmes. Mais cette fois-ci, souvent en Djoula et en Sénoufo. Ivoiriens, je vais vous dire clairement, comme les mêmes causes produisent les mêmes effets. Babo en son temps a dit on gagne ou on gagne. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous avons dit que ça, c'est que Babo n'est pas prêt. Même s'il perd les élections, n'est pas prêt. Il dit on gagne ou bien on gagne. Sinon dans un match de football ou bien dans une compétition quelconque. Parce que les élections aussi c'est une compétition. Dans une compétition, il y a deux résultats probables. J'ai gagné ou j'ai perdu. Parce que dans une élection présidentielle, entre deux candidats au deuxième tour, il n'y a pas de match nul. Voilà. Sinon, au football, soit tu gagnes, soit tu perds, ou bien vous faites un match nul. Mais dans une élection, soit tu gagnes, ou soit tu perds. Mais quand un candidat déjà prévient son adversaire que moi là, je gagne ou bien je gagne, ça veut dire en termes clairs, et ce candidat étant au pouvoir, ça veut dire en termes clairs qu'il prépare une confiscation du pouvoir. Et qui dit confiscation du pouvoir, parce que quand tu confisques un pouvoir, ça veut dire que non, légitimement, tu n'es pas en mesure, tu n'es plus le détenteur légitime de ce pouvoir. Et toi, tu braques ce pouvoir. Ça veut dire que tu prépares un bain de sang. Et M. Ahmed Bakayoko qui revient avec les mêmes thèmes, mais sous une autre forme, il dit que allez-y dire à tous ceux qui veulent être candidats, coûte que coûte, même s'il y a un bain de sang, que 2020 c'est fini, alors que nous sommes à 2 ans, à moins de 2 ans de ces élections. Comment voulez-vous que les Ivoiriens conçoivent les propos d'un tel ministre? Oui, c'est de la confiscation pure du pouvoir qui est en jeu, qui est planifiée. C'est pourquoi aujourd'hui, ils veulent acquérir un bon nombre de militaires à leur cause. Nous ne sommes pas bien placés pour le dire. Alors, Ivoiriens, on va poursuivre. Mais ce que je vais dire aux Ivoiriens, parce que souvent il faut qu'on soit honnête. Nous qui faisons les vidéos là, souvent là, il faut reconnaître les talents de ces messieurs. Alassane Ouattara en 1993, il dit « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera ». Il y a eu coup d'état. Pardon, c'était en 1999, il y a eu coup d'état, ça fait 1. En 2002, avant la rébellion, il dit « S'ils veulent, on va tout nyarami ». Ça veut dire, ceux qui ne comprennent pas bien le malinqué, tout nyarami, ça veut dire que s'ils veulent, on va tout gâter. Il a tout gâté en 2002. Ça fait 2. Et en fait, Ahmed Bakayoko et Amadou Gon aujourd'hui, leurs propos, ils sont dans une logique. Ils sont tellement constants. Parce que depuis M. Ouattara est rentré en politique, c'est des, comment dirais-je, des propos de violence, c'est des violences verbales qui profanent à l'encontre des Ivoiriens. Et toutes ces violences verbales ont été toujours précédées par une crise en Côte d'Ivoire. Soit un coup d'État, soit une rébellion, soit, n'est-ce pas, une crise post-électorale. Donc, les Ahmed Bakayoko sont dans une logique. Ils sont constants dans la violence. Mais nous, les Ivoiriens, qu'est-ce que nous devons faire? Quelles leçons devons-nous tirer dans ces propos-là? 1. M. Ahmed Bakayoko, ses enfants, tous étudient aux États-Unis. M. Amadou Gon, il a tous ses enfants à l'extérieur. M. Ouattara, on n'en parle pas. Ils ne sont pas prêts pour aller au charbon. Ils veulent tout gâter
pour leur propre intérêt et pour donner les Ivoiriens au suicide. Pour envoyer les Ivoiriens au suicide. Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, ne désespérons pas. Nous allons nous battre pour que ceux-là reculent. On va les chasser jusqu'à dans les derniers retranchements. Alors, quand les barons du RDR nous disent que si nous perdons ce pouvoir, on va aller en exil, c'est très simple à comprendre. Sinon, comment comprendre quelqu'un qui a géré le pouvoir normalement et dans une élection, il perd? Comment comprendre que cette personne a peur que si je perds le pouvoir, j'irai en exil? Non, ça veut dire que tu n'as pas bien servi ton pays. Ça veut dire que tu as fait du faux. Aujourd'hui, les escadrons de la mort sont créés par Ahmed Bakayoko avec à la tête un certain Tito. Je vais vous montrer Tito. Voici Tito pour ceux qui ne connaissent pas. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous montrer Tito. Voici ici Monsieur Tito. Juste à côté de Kabongo. C'est lui qui a entré là. Tito. Et Tito a une histoire. Tito, depuis, vous voyez le livre de Blé Goudé. Blé Goudé, quand il a été détenu à la DST, au bâtiment Blindé, c'était le même Tito qui a enlevé Kader Doumbia. C'était le même Tito qui était chargé de maintenir Blé Goudé au secret. Quand il dit au secret, en prison. Blé Goudé parle de Tito. En 2 secondes, je vous lis le passage. Dans le livre intitulé « De l'enfer, je reviendrai » de Charles Blé Goudé, à la page 109, il parle de Tito. Il dit, c'était le 17 avril 2013. « Voici exactement 3 mois que je suis détenu au secret dans la cuisine de l'une des nombreuses résidences pillées et réquisitionnées par la FRCI. Je ne suis toujours pas autorisé à mettre le nez dehors. Tout comme je n'ai droit à rien. Ce minuscule espace d'à peine 2 mètres carrés me servait de couchette, de toilette et j'y prends mon repas. Une frugalité sans pareille, composée d'un minuscule morceau de viande solitaire perdu dans une mare d'eau appelée abusivement soupe. Quand il m'arrive de réclamer, il dit, quand il m'arrive de réclamer que l'on respecte mes droits, Tito, que je viens de vous montrer, l'ancien brigand devenu homme de main, l'homme à tout faire de M. Ahmed Bakayoko, me répond en ces termes. Blé, tu dois t'estimer très heureux. Tu auras peut-être tes droits, mais c'est quand le ministre voudra. Tout dépend de lui. Ça, c'est une petite révélation que Blé Goudé a fait de Tito depuis 2013. C'est maintenant les Ivoiriens vont connaître Tito parce que nous sommes déterminés à exposer au maximum ce monsieur Tito. Tito n'est pas de l'armée régulière. Tito est un civil à la base. Il est à la tête d'une milice de M. Ahmed Bakayoko. On a plusieurs noms. Mais comme c'est Tito qui s'est plus illustré, lui, on va d'abord commencer par lui. Et un à un, on va vous dire de qui est composée cette milice. Il y a Tito, il y a un certain Diasso, et puis j'en passe. Alors, on va écouter notre infiltré au sein du ministère d'Ahmed Bakayoko. On va l'écouter. Bonjour le Sony combattant. Le Sony ça va? Ouais, je suis un jeune, je suis à Paris, je suis un pro-soro, mais je ne vais pas me démasquer parce que les gens d'Ahmed Bakayoko me connaissent très bien. Parce que j'étais avec Ahmed Bakayoko même. Donc je te dis, je sais où ils ont caché Kader Doumbia. Tu vois, il y a après chez Ahmed Bakayoko, il y a une des résidences d'un ancien ministre de Gbagbo, je crois que c'est Bonou Boabré, ou Kone Katna, entre les deux. La maison c'est orange. Avant d'arriver à la maison de Tchomba, Amadou Soumaourou, la maison est au carrefour, juste quand il dépasse chez Ahmed Bakayoko, c'est orange. Kader est détenu là-bas, dans le sous-sol là-bas, parce que c'est là-bas un certain gars d'Ahmed Bakayoko qui s'appelle Tito, qui a un pied là. C'est lui qui fait les missions de tuerie pour Ahmed Bakayoko. C'est là-bas Kader est détenu.
C'est une poudrière. C'est une poudrière, c'est là-bas Kader est détenu. Mais je te donne plus d'informations. Rentre-moi à une bosse. Alors, Ivoirien, Monsieur Tito, qui est le chef des milices d'Ahmed Bakayoko, est parti à Angré et il a enlevé, n'est-ce pas, Kader Doumbia. Il faut rappeler aux Ivoiriens que M. Kader Doumbia, qui a été enlevé le jeudi 17 janvier passé, est un très proche collaborateur de Pan Guillaume Soro. Il a même été à Ferke-Sédougou pendant le nouvel an. Il était avec Guillaume Soro là-bas. Donc, l'objectif, c'est de détenir Kader au secret et pour qu'il puisse révéler tous les secrets de Guillaume Soro. Alors, nous savons aujourd'hui où est détenu Kader Doumbia. Kader Doumbia est détenu dans une villa à la Riviera 3, juste à côté de la villa d'Ahmed Bakayoko, en partant chez le ministre Amadou Soumaoro. Chers frères et sœurs, et sa sécurité est très en danger. Parce que depuis hier, on a pu causer avec quelqu'un qui est parti lui servir à manger. Et la personne a dit qu'ils sont prêts à le faire déplacer parce que lui n'a plus droit même à le rendre visite. Chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire va très mal. Chers frères, les escadrons de la mort sont en train de tuer les Ivoiriens. Chers frères, les Ivoiriens aujourd'hui ont la peur au ventre. Quand le président Ouattara il dit que, n'est-ce pas, il n'y aura rien en 2020, c'est faux. Tout est planifié pour qu'on gâte tout en 2020 parce que lui-même ses propres thèmes que on va tout nyarami. M. Ouattara est prêt à tout nyarami en 2020. Sinon, comment comprendre Kader Doumbia, qui n'est pas homme politique, qui n'est même pas connu du public, qui est souvent le chauffeur de Guillaume Soro, comment comprendre qu'on peut l'enlever depuis 2-3 jours et il est détenu au secret? Et je vous dis qu'il est maltraité au maximum pour qu'il livre plusieurs secrets de Guillaume Soro. Parce que, pour vous rappeler, tout est mis en place aujourd'hui pour effacer définitivement le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, y compris, pour ne pas dire y compris de M. Adjoumani, j'ai dit bien y compris un plan d'assassinat de Guillaume Soro est en marche en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Kader Doumbia est porté disparu. Depuis hier, nous avons eu l'information selon laquelle Kader Doumbia est maintenu dans une villa à la Riviera, pas loin de domicile d'Ahmed Bakayoko. Nous avons été informés par celui-là même qui partait leur donner souvent à manger. Chers frères et sœurs, levons-nous. Une révolte, une révolution populaire. Excusez-moi, j'ai eu un appel. On me dit, j'ai quelle preuve? Bon, chers frères, je ne vais pas m'aventurer. Je vais vous montrer encore le discours d'Amadou Soumaoro, d'Amadou Gon Coulibaly. Vous avez écouté, tout le monde a vu Ahmed Bakayoko. Et tout ça, c'était hier, pour 2020. Ils sont prêts à tout. Il dit, Tchogo, on va prendre. C'est-à-dire 2020 là. Il n'y a pas match. Et c'est le président Ouattara qui sera candidat. Il n'y a pas, ne vous faites pas d'illusions. Le président Ouattara sera le candidat du supposé RHDP. Sinon c'est un RDR. Parce que le PIT a dit non, l'UPCI a dit non, le PDCI a dit non. Ça reste seulement que l'UDPCI et le RDR. Alors que l'UDPCI dit qu'ils ne vont pas accepter de fondre leur parti à un autre parti politique. Mabri Touake dit qu'il sera candidat en 2020. Donc, nous attendons les résolutions du Congrès en vue le 26 prochain. Donc, voilà. Ils disent qu'en 2020, le RHDP va prendre le pouvoir. Tchogo. Que tu veux ou tu veux pas, eux ils prendront le pouvoir. Alors, chers frères et sœurs, pourtant, Charles Blé Goudé aujourd'hui est à la CPI parce qu'il a tout simplement dit qu'il n'y a rien en face, c'est maïs. Aujourd'hui, il est jugé pour ça. Ahmed Bakayoko dit que 2020 là, il n'y a rien en face, c'est bouclé. À 2 ans d'une élection. Alors que Blé Goudé, c'est pendant la campagne qu'il a sorti ce slogan, il n'y a rien en face.
Je peux comprendre qu'en campagne, on peut se permettre un certain discours. Mais à 2 ans d'une élection, on doit craindre et ça fait peur. Donc, chers frères et sœurs, ce que j'ai à vous dire ce soir. 1. Le président Ouattara reçoit Guillaume Soro. Il lui dit clairement, chers frères, adhère au RHDP parce que moi-même je serai candidat. Je ne peux pas te combattre pour quelqu'un. Moi, je serai candidat. Adhère au RHDP, sinon tu démissionnes de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro a opté pour le second choix. Mais il ne va pas démissionner parce que Alassane l'a voulu. Il va d'abord observer l'actualité politique. Sinon, Alassane Ouattara n'a pas les prérogatives, n'a pas la qualité de déstabiliser Guillaume. Je voulais dire, Alassane n'a pas la qualité, n'est-ce pas, de limoger, voilà, comme c'est bien le faire, de limoger Guillaume Soro de l'Assemblée nationale. Non, il ne peut pas le faire. La Constitution ne lui permet pas cela. Il n'a pas ce droit. Donc, ils sont maintenant dans une logique pour créer un groupe parlementaire RHDP. Et ce groupe parlementaire RHDP, quand Guillaume Soro va maintenant convoquer les réunions à l'Assemblée nationale, ils vont tous boycotter cette réunion, sûrement pour respecter la norme démocratique, puisque l'Assemblée nationale est une institution qui doit fonctionner normalement. Pour respecter les normes démocratiques, Guillaume Soro se sentira à un certain moment donné dans l'obligation de rendre sa démission pour qu'on puisse procéder à l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale. Et cela, ça sera le président du groupe parlementaire RHDP, M. Amadou Soumaoro, l'actuel ministre des Affaires politiques. Voilà. Donc, ça c'est une information que les Ivoiriens doivent savoir. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que en Côte d'Ivoire, depuis la fois dernière, le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni pour dire non à l'emprisonnement de Alain Lebognon et la poursuite qui était en cours contre le député du plateau Alain Owo, Jacques. Alors aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Alain Lebognon est encore en prison et il faut s'indigner. Et même l'Assemblée parlementaire de la francophonie a fait un communiqué pour dire que c'est inimaginable qu'un député en fonction aille en prison de la sorte sans que son immunité parlementaire soit levée. Et c'est en Côte d'Ivoire qu'on voit cela. Maintenant, quand on parle, ceux qui n'aiment pas les proches de Soro, ceux qui n'aiment pas Soro, pensent que Alassane Ouattara est dans le vrai, Alassane est dans le faux. Il est dans le faux. Parce que nous sommes levés devant tout le monde entier ici pour dire qu'il faut mettre fin au régime de Laurent Gbagbo parce que. Donc nous ne pouvons pas venir aujourd'hui au pouvoir. Après 8 ans encore, nous ne pouvons pas venir piétiner cette démocratie fragile que la Côte d'Ivoire s'est donnée à coups de sang et de sueur pour avoir. Et aujourd'hui, le président, parce que c'est lui qui s'appelle Alassane Ouattara, il ne peut pas venir piétiner aujourd'hui cette démocratie. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Il faut avoir des gens courageux pour dénoncer cela. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts, quel que soit le prix à payer. D'autres ont déjà payé le prix par leur sang. D'autres sont morts. Donc, on ne peut pas... Oui, parce que ma vie est très importante, plus que pour celle qui est... Non, quand même, ceux qui sont morts, on avait les mêmes... On respirait les mêmes airs, on avait les mêmes chances de vivre. Et donc, ils n'ont rien fait à Dieu. Nous n'avons rien donné à Dieu. Ivoiriens n'ayons plus peur d'attaquer, de dénoncer le régime dictatorial d'Alassane Ouattara. Nous ne pouvons pas venir encore à des années de 99-2000 où les escadrons de la mort tuaient, enlevaient n'importe comment. Aujourd'hui, ça tue, aujourd'hui, ça s'enlève. Non, quand même, il faut arrêter. Qu'est-ce que c'est ce régime dictatorial? Il faut arrêter, quand même. On a toujours traité Ouattara ici d'avoir introduit la violence dans le milieu politique. Nous, on a toujours démenti cela. Nous, on a toujours lutté contre ces mots. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Un député où on n'a même pas encore levé son immunité parlementaire. On l'attrape, on le jette en prison. Quand même, il faut se respecter. Et quoi peut-on dire sur un citoyen lambda qui n'est même pas connu, qui est dans un petit quartier d'Abobo, quelque part? Si on attrape un député qui est connu, public, qui est public, qui est national. Parce que quand tu es élu député chez toi au village, la Constitution dit que ça veut dire que tu es député qui représente toute une nation, tout un peuple. Donc, on peut, si toi, ta vie n'a rien, n'est rien à leurs yeux, ce n'est pas nous, les citoyens lambda,
qui espérons avoir une stabilité, une paix durable, une paix dans notre psychologie, ce n'est pas bon. Alors, il faut arrêter. Il faut dire à M. Ouattara et son petit clan qu'il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder. C'est eux qui accusaient hier les gens pour dire que 2020 est encore loin. Les prérogatives du président de la République, oui, c'est l'émergence. Ce que nous leur attendons aujourd'hui, c'est de venir nous faire aussi le point de cette émergence. On ne peut pas passer sa vie à construire des ponts, des routes, pendant que le peuple même a peur de sa survie. Non, ça s'appelle de l'échec. Qui mieux que le président Ouattara doit bien construire la Côte d'Ivoire? Je ne vois pas. C'est lui qui a attaqué les régimes précédents. Personne ne l'attaque. Donc il est obligé de travailler, il est obligé de construire des ponts, il est obligé de construire des routes. Parce que ceux qui devraient construire les routes, ils ont passé leur temps à régler les conflits, à régler les crises, à aller faire les prétoriats, à aller faire les Lomé, les Marcoussis. Ils ont tout donné pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Ils ont tout donné pour que le président Ouattara lui-même soit candidat en Côte d'Ivoire. Donc eux, si on doit les accuser que parce qu'ils n'ont rien fait, jugeons-les d'abord sur le fait qu'on a attaqué leur régime. Dites aux uns et aux autres que depuis le président Oufoué nous a quittés, c'est Bédié qui devrait assurer la relève jusqu'en 2000. Bédié a failli, il faut le dire. Maintenant, depuis 1999, la Côte d'Ivoire est en crise. Personne ne me dira le contraire. Depuis le 24 décembre 1999, Alassane Ouattara a fait un coup d'État. Donc, Gueye allait faire quoi de mieux qu'organiser une élection pacifique? Et Laurent Gbagbo qui rentre en jeu, il fait 1 an de mandat, une rébellion l'attaque jusqu'en 2010. On a espéré que 2010 viendrait mettre fin à cette crise. Parce qu'il faut rappeler aux Ivoiriens, depuis 2003, Gbagbo Laurent a été attaqué le 19 septembre 2002. Et déjà en janvier-février 2003 déjà, les accords de Marcoussis avaient déjà commencé. Et de 2003 jusqu'à 2007, où on signe l'accord politique de Ouagadougou, la Côte d'Ivoire était en train de chercher à régler la question des crises d'abord, avant de parler d'un certain nombre de développements. Il faut être clair et honnête pour le dire. Tous les Ivoiriens ont espéré que le président qui serait élu en 2010 faisait un mandat de transition pacifique. C'est-à-dire quoi? Il viendrait au pouvoir en 2010, il travaillera en fonction de, n'est-ce pas? Il travaillera de sorte que les Ivoiriens en 2015 disent que vraiment les nombreuses années de crise maintenant sont derrière nous. Alors, président Ouattara, il travaille de 2010 jusqu'en 2015. Mais mieux, pour garantir les acquis démocratiques, Bédié lui offre encore un second mandat, il faut le dire. Bédié a sacrifié le PDC, pas parce que le PDC ne pouvait pas gagner face à Ouattara, mais Bédié a estimé que ce PDC aujourd'hui, qui a fait une alliance avec le président Ouattara, et que ce président Ouattara qui est en train de travailler, donnons-lui encore une autre chance pour aller jusqu'en 2020, pour qu'ensemble, on ne parle plus d'une crise en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le président Ouattara, il est en crise avec tous ses alliés, y compris Guillaume Kigbafori Soro, son fils, enfin, pas biologique, mais son fils de parti politique. Quand j'attends les gringalés disent, ouais, Guillaume Soro, il est maudit. Oui, il veut prendre notre pouvoir pour aller donner au Boussoumani. C'est pas même Guillaume Soro là qui a pris le pouvoir de Boussoumani pour vous remettre. Mais soyons logiques envers nous-mêmes. C'est le même Guillaume Soro qui vous a donné le pouvoir. C'est pas moi qui l'ai dit. Lui-même, il a dit à Ferkessé Dougou que on était trop à prendre le pouvoir. Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et lui-même. On me dira que oui, il avait derrière lui des hommes. Oui, mais c'est la tête, on voit. Sinon, Alassane Ouattara avait derrière lui aussi des hommes comme nous qui avons voté. Donc, soyons clairs et objectifs. Alassane Ouattara ne peut pas gouverner aujourd'hui une Côte d'Ivoire en ignorant Henri Konan Bédié, en ignorant Guillaume Soro, en ignorant Anaki Kobena, et puis on va penser qu'il est dans le vrai. Il est dans le faux, Alassane Ouattara. Il faut le dire. Ceux qui ne sont pas courageux, ceux qui sont en train de protéger leurs postes, comme les Adjoumani, comme les Ahmed Bakayoko, comme les Kablan Denka, mais ça fait honte. C'est des élites ivoiriennes qui se comportent comme ça, mais ça fait honte quand même.
Ça fait honte. Je suis fier aujourd'hui d'un Jano Aoussou Kwadjo qui dit que je ne suis pas né avec un poste de président du Sénat. Je suis fier aujourd'hui d'un Guillaume Soro. On peut tout dire. Oui, c'est un rebelle, c'est un chef rebelle. Oui, il a des qualités. Il ne peut pas accepter un chantage politique pour un poste. Guillaume Soro, cela n'est pas inscrit dans son ADN politique. Le chantage ne te fatigue pas. Il a dit depuis Ferké que mon père biologique a eu l'intelligence et la sagesse de respecter mon combat de syndicaliste. Alors que mon père était PDCI, alors que la FESI combattait le régime du PDCI. Mais Guillaume Soro, son père biologique, a eu la sagesse et l'intelligence de respecter son combat. Pourquoi Alassane ne le fera pas ainsi? Car Alassane ait aussi cette sagesse de respecter Guillaume Soro. Quand tu appelles quelqu'un, si tu n'es pas avec moi, il faut démissionner. C'est du chantage pur. C'est du chantage pur. Il faut l'arrêter. Il faut arrêter. Vous pensez que si Guillaume Soro était comme les Adjoumani, si Guillaume Soro était comme les Ahmed Bakayoko, mais aujourd'hui, Ouattara allait piétiner tout le monde? Ouattara s'en fout de la survie de son peuple. Sinon, comment tenter à violer la Constitution? Ce que les Ivoiriens ne savent pas, la Constitution en vigueur ne permet pas au président Alassane Dramane Ouattara d'être candidat en 2020. Mais il veut le faire. Il sera candidat au mépris de la Constitution ivoirienne. Il faut être honnête pour dénoncer ces faits. Même s'il est candidat, on saura qu'il y a eu des jeunes qui ont dit que Ouattara ne veut pas être candidat. Il est illégal et illégitime que Ouattara prétende être candidat. La Constitution ne lui permet pas. En son article 55 et son article 183, allez-y, regardez la Constitution ivoirienne qui dit que Ouattara ne peut pas être candidat. Donc s'il entretient toujours des flous, ils veulent faire un forcing. Bon, de toutes les manières, il s'est toujours illustré par la violation flagrante de la Constitution ivoirienne. Il n'a jamais respecté cette Constitution. Sinon, comment comprendre qu'un président de la République, au mépris de l'Assemblée nationale, il gouverne par ordonnance? Quand Ouattara il est content aujourd'hui, il signe des ordonnances. Il ne tient même pas compte de l'Assemblée nationale. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé que les Ivoiriens ne vont pas à l'information, mais c'est honteux. Quelque chose qui s'est passé sous nos yeux. Quelque chose qui s'est passé sous nos yeux après les élections locales passées. Parce que M. Adjoumani, aujourd'hui, qui insulte tout le monde pour le RHDP, et le petit frère du président de la République, M. Ibrahim Ouattara, parce que ces deux-là, comme ils sont ministres, et ils ont été élus comme président du conseil régional. Alors que, qu'est-ce que dit notre constitution? Que quand tu es ministre et que tu es nommé, tu es élu président du conseil régional de ton village, sinon de ta région, tu ne peux pas exercer ces deux emplois. C'est ce que dit la Constitution. Mais parce que tout simplement, Alassane Ouattara, son petit frère et Adjoumani ont été élus et ils sont ministres. Comme il ne peut pas exercer ministre et cette fonction de président du conseil régional, le président Ouattara, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une ordonnance qui leur permet ça. Au mépris de la Constitution et de l'Assemblée nationale. Alors que cette ordonnance devrait d'abord passer devant l'Assemblée nationale pour être adoptée en loi. Mais ce n'est pas. Ordonnance, le président Ouattara l'a fait. Ça, c'est dangereux pour la démocratie. Donc, ça veut dire aujourd'hui en clair que quand tu es ministre, tu peux être maire, tu peux être ministre, maire, député, président du conseil régional. C'est ce que Ouattara nous dit. Alors que le face-à-face qui a opposé le candidat Ouattara en 2010 et le président Babo, le président Ouattara a été clair. Il dit: les Ivoiriens, je vous regarde droit dans les yeux. Je suis contre le cumul des postes. Mais le président Ouattara, son petit frère, est ministre. Sinon, il a le rang de ministre d'État. Son petit frère, il est président du conseil régional, il est député. Ahmed Bakayoko, il est ministre d'État. Ahmed Bakayoko, il est député. Ahmed Bakayoko, il est maire. Oui, le président Ouattara cautionne ça. Oui, le président Ouattara, j'ai dit aux Ivoiriens qui sont connectés, moi, je reconnais que le tort que j'ai fait à la nation ivoirienne, c'est d'avoir contribué à l'avènement du RDR à la magistrature suprême, croyant que nous, on pouvait dire, ouf, la Côte d'Ivoire devient de façon crescendo
un état de droit. Mais hélas, force est de constater que nous sommes quittés du mal et on va vers le pire. Parce que oui, ce que tu as reproché à ton prédécesseur, si tu le fais, c'est que tu es plus pire que ton prédécesseur. Oui, parce que ce qu'on a reproché à Gbagbo, si nous le faisons, c'est que nous sommes plus pires que Laurent Gbagbo. Ce que tu as reproché à ton prédécesseur, il faut faire mieux que ça. Il faut améliorer les conditions de vie de tes concitoyens. Mais le drame aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on a reproché à Gbagbo, escadron de la mort, c'était une réalité au temps de Gbagbo, où on partait piocher les gens, et puis on ne sait plus où ils sont. Mais aujourd'hui, on ne me dira pas le contraire. Le jeudi passé, un proche de Guillaume Soro a été enlevé à Angers par des hommes en 4x4, les Tito. Donc je vous montrerai la photo de Tito. Voilà. Oui, là, voilà. C'est Tito qui est là. C'est lui qui a entraîné là. Maintenant c'est Kabongo qui est à bout de Bangui qui est à côté. C'est pas, voilà. C'est Tito qui est grand de taille là. Voilà. C'est lui qui est là aussi. Tito, c'est lui qui est juste là en chapeau là. Voilà. J'espère que vous voyez. C'est lui, le fameux Tito. Il est à la tête d'une milice d'Ahmed Bakayoko. Voilà. Et Blé Oudé l'a connu. J'ai tout à l'heure fait le récit de Blé Oudé ici sur Tito. Tito, il n'est pas un militaire. C'est un civil qu'Ahmed Bakayoko a recruté pour ses sales besognes. Il a la tête d'un bon nombre de milices. Ils sont pleins comme ça. Et tout à l'heure, je vous ai fait écouter la note que, en tout cas, quelqu'un de très proche de leur système nous a envoyé. Je demandais d'abord, n'est-ce pas, son autorisation avant de vous faire écouter. On va réécouter pour ceux qui n'ont pas pu écouter. On va réécouter. Et nous faisons une révélation sur le lieu de détention de M. Kader Doumbia. Et nous sommes allés aux informations. Effectivement, c'est lui-même qui a donné à manger à Kader Doumbia hier matin. Nous a contacté pour nous dire ce qui en était. Et Kader Doumbia aujourd'hui, il va très mal. Ivoirien, prions pour que Kader Doumbia sorte de là sain et sauf. Sinon, tout est possible. Bonjour le Sony combattant. Le Sony, ça va? Ouais, je suis un jeune, je suis à Paris ici, je suis un pro Soro, mais je ne vais pas me démasquer parce que les gens d'Ahmed Bakayoko me connaissent très bien. J'espère que vous l'entendez. J'étais avec Ahmed Bakayoko même. Donc je te dis, je sais où ils ont caché Kader Doumbia. Tu vois, il y a après chez Ahmed Bakayoko, il y a une des résidents d'un ancien ministre de Gbagbo, je crois que c'est Bonou Boabré, ou Kone Katina, entre les deux. La maison c'est Orange. Avant d'arriver à la maison de Tchomba, Amadou Soumaourou, la maison est au carrefour, juste quand il dépasse chez Ahmed Bakayoko, c'est Orange. Kader est détenu là-bas, dans le sous-sol là-bas, parce que c'est là-bas un certain gars de Ahmed Bakayoko qui s'appelle Tito, qui a un pied là. C'est lui qui fait les missions de tuerie pour Ahmed Bakayoko. C'est là-bas Kader est détenu. C'est une poudrière. C'est là-bas Kader est détenu. Mais je te donne plus d'informations rapidement à une bosse. Monsieur Dessau, comment il s'appelle? Bon, lui, j'espère que je me sens souvent dans l'obligation de le bloquer. Bon, c'est pas la peine, il ne faut pas lui faire de la publicité gratuite. Donc, vous avez entendu. Alors, Kader Doumbia, pourquoi il a été enlevé? Sinon, Kader Doumbia est un peu effacé. Je vais dire qu'il n'est pas trop public. Beaucoup ne le connaissent pas. Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup discret. Mais comme on sait qu'il est trop proche souvent du PAN. Il est trop proche, merci Watt, il est trop proche du président de l'Assemblée nationale. Et comme tout est aujourd'hui mis en place pour effacer définitivement par n'importe quel moyen le président Guillaume Soro. Donc il faut souvent piocher ses plus proches pour leur donner souvent plus de détails sur les différents déplacements du président Guillaume Soro, souvent où il dort et tout. Voici l'objectif, voici ce qui les a poussés à mis aux arrêts. C'est pas mis aux arrêts, c'est enlever même Kader Doumbia. Sinon, quand on reproche quelque chose à quelqu'un, je pense que l'idéal, c'est de saisir la justice et mettre aux arrêts ou bien interpeller ce monsieur. Vous voyez, mais cela n'a pas été le cas.
des hommes en armes dans une 4x4 de marque Mitsubishi sont partis l'enlever à son domicile, sinon près de son domicile à Angré. Et jusqu'à aujourd'hui, Kader Doumbia n'est pas encore relâché. Oui, effectivement, c'est la vérité qui dérange nos frères qui pensent encore que Alassane Ouattara a les chances encore de poursuivre les œuvres. Il le fait, il a montré ce qu'il pouvait faire pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est temps pour qu'ensemble on l'encourage de prendre sa retraite. Parce que le président Ouattara est dans une logique de confiscation du pouvoir. Le président Ouattara est dans une logique de violation flagrante de la constitution ivoirienne. Sinon, notre constitution ne lui permet pas, et je le dis haut et fort, je vais un débat avec tous ceux qui pensent que c'est faux. Parce que l'article 55 et l'article 183 nous démontrent clairement que le président Ouattara ne peut pas être candidat. Alors je demande aux autorités judiciaires de notre pays d'interpeller à temps le président de la République pour lui dire, sinon dans un état de droit, il est illogique que quelqu'un qui n'a pas un tel droit réclame cela. Et la justice est muette, la justice ne l'interpelle pas, ce n'est pas bon, ce n'est pas sérieux. Et donc, nous voulons ici, maintenant, dire à la justice d'interpeller le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qu'il ne peut pas être candidat en 2020, qu'il arrête d'entretenir le flou. Et c'est ce flou aujourd'hui qui fait que les Ivoiriens ont peur que certainement en 2020, il y aura ça, il y aura ça. Sinon, les Ivoiriens sont conscients d'une chose, on a vécu des moments très pénibles, très difficiles, il faut arrêter cela. Ce que j'ai dit sur le président Ouattara persiste et continue dans sa logique de vouloir confisquer le pouvoir en 2020. C'est clair que les Ivoiriens sont en train de vivre, en tout cas, les jours qui s'annoncent, elles s'annoncent très hostiles. Les jours qui s'annoncent, ils s'annoncent très hostiles, très difficiles pour les Ivoiriens, il faut le dire clairement, parce que personne encore n'est épargné. Si on sent que hier matin, tu as prononcé le nom de Guillaume Soro, mon frère, ma soeur, tu risques d'avoir le même cas que Alain et Kader Doumbia. Pour ne pas arriver là, aidons le président Ouattara à renoncer à la violation de la constitution ivoirienne. C'est vrai, il ne l'a jamais respectée. Sinon, comment comprendre que le président Ouattara, qui, n'est-ce pas, est un démocrate comme on le pensait, comment comprendre que il dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire au mépris de l'institution parlementaire. C'est ce qui est contraire à notre constitution. Il faut dire au président Alassane Ouattara, on l'a toujours, ses adversaires d'hier l'ont toujours traité d'avoir introduit la violence sur la scène politique. Nous, on a essayé tant bien que mal de démentir ces propos. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous leur donnons raison quelque part, parce qu'il faut être malhonnête, ne pas accepter que le président Ouattara dirige la Côte d'Ivoire au mépris de toutes les institutions en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara règne aujourd'hui en maître absolu, il prend la Côte d'Ivoire comme si c'était un royaume, il gère comme il veut. Les jours pairs, quand il se lève, quand il est content, bah écoute, il fait ce qu'il veut. Quand il n'est pas content, il fait ce qu'il veut. Alors Ivoiriens, il est temps pour nous, jeunes d'ailleurs de Côte d'Ivoire, pour dire non, que nous ne pouvons pas accepter. Lassana a demandé, bon lui va aller, tu vas... Voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est de bien t'insulter et puis te bloquer. Là comme ça, tu ne vas pas, et dire ton babier, tu es un maudit. Bon, d'accord. Comme ta maman t'a accouché par Bluetooth ou bien par Wi-Fi, elle a aussi des biais là-bas. Je pense que va lui demander. Voilà, c'est que de la manière dont on ne peut pas faire pour la dévierger là, elle va te dire ça, maudit comme ça. Tu vas aller dire ça ailleurs. Donc, nous n'allons plus donner aussi, il est temps de me rappeler, nous n'allons plus donner occasion aux gens. Parce que quand tu viens sur le direct de quelqu'un, ce qu'il dit, si ça ne t'intéresse pas là, tu quittes. Là, ton âme est en paix. Mais si tu es là, tu vas toujours te faire mal. Et s'il voit, il va te bloquer. Et puis ça va te faire très mal. Donc je dis aux uns et aux autres, je veux bien qu'on me dise que mon frère, ce que tu dis, quelles sont les preuves, j'ai un argument contre toi. Oui, je suis ouvert à ces débats. Parce que moi, je sais avant de venir m'asseoir ici, là, ce que j'ai dit est calculé. Ce que j'ai dit est pensé. Donc quand je m'assois ici, je dis en même temps, j'ai déjà pensé avant de venir ici. Donc quand tu viens maintenant, tu es bloqué, et puis tu insultes, tu es bloqué. Parce que je ne vais jamais insulter. Maintenant, quand on me dit
que oui, quand tu dis à un président de la République, c'est un dictateur, parce que c'est ça, on veut prendre pour nous confondre quand on insulte le président Alassane Ouattara. Non, ce que nous disons, c'est qu'on dit que le président Ouattara viole la Constitution. Ça, c'est pas un juge. Ça, c'est une qualification. Mais quand on dit c'est un dictateur, ça, c'est pas un juge, c'est un qualificatif. C'est-à-dire, ce qu'il est. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui dirige, où sa gouvernance est contraire à, n'est-ce pas, à la démocratie. Mais c'est un dictateur. C'est ce que nous disons. Et nous assumons, sinon nous assumerons plus tard nos propos. Le président Alassane Ouattara n'est plus classé parmi les démocrates aujourd'hui. Tu ne peux pas appeler un président de l'Assemblée nationale pour lui dire, si tu n'adhères pas à ma pensée, il faut démissionner. Mais c'est inadmissible. C'est pas bon pour la démocratie. Pour un état de droit, c'est pourquoi Barack Obama n'a pas eu tort de dire que nous avons besoin des institutions très fortes. Parce que n'oublions pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a 3 grands pouvoirs. Et la Constitution nous dit que ces 3 grands pouvoirs-là, ils sont indépendants. La séparation est des tailles. Il y a le pouvoir de l'exécutif qui est dit incarné par le président de la République. Il y a le pouvoir législatif qui est représenté par le président de l'Assemblée nationale, et il y a le pouvoir judiciaire qui est présidé, n'est-ce pas, par le président de la Cour suprême. Maintenant, quand le président Ouattara, il veut faire du président d'une institution, parmi ces 3-là, comme c'est son porte-sac, mais c'est une flagrance, c'est un délit, ça c'est des faits très graves pour la démocratie. Donc, un démocrate ne peut pas faire ça. Celui qui fait ça, il faut le qualifier automatiquement de dictateur. Donc c'est pourquoi souvent on a des problèmes avec nos amis. Non, vous insultez. Je dis, mais sors-moi une vidéo où j'ai parlé, où j'ai insulté le président de la République. Parce que quand on dit un juge là, imbécile, c'est ça moi je qualifie d'injure. Sinon en français, allez-y regarder dans le dictionnaire, n'importe quel dictionnaire français ne dit pas que dictateur c'est un injure. C'est comme moi on me dit tu es noir. On ne m'a pas insulté. Mais je suis bien noir. Ou bien on me dit tu es mince. Mais on ne m'a pas insulté. On ne m'a jamais insulté. Ça, ce n'est pas un juge. Donc vous pensez que moi, quand je vais dire au président Babo, tu es Kumuroba, et la grosse tête, normalement quand tu n'as pas grosse tête et puis on te dit grosse tête là, on a ironisé avec toi. Donc c'est de l'injure. Laissons les choses passer. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de nous sensibiliser à faire arrêter un certain nombre de dictatures en Côte d'Ivoire. Vous avez vu la fois dernière, je crois jeudi ou vendredi, les magistrats se sont levés pour faire un communiqué, interpeller le pouvoir législatif qui est incarné par le président de la République de ne pas s'immiscer dans les affaires juridiques. Donc ça, déjà, ça doit interpeller. Et vous avez vu, la fois dernière aussi, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a fait un communiqué pour dire qu'il faut qu'on respecte l'immunité parlementaire des députés ivoiriens. Mais ça à qui s'adresse ces différents messages? Mais c'est bien entendu au président de la République. Pardon. Ça veut dire qu'il sort du cadre démocratique déjà. Voyez-vous par exemple, un exemple tout court, je vais chuter par là, je vais conclure par là. Le président de la République qui reconnaît les failles, n'est-ce pas, de la commission électorale indépendante, à un certain moment, parce que le RHDP venait de gagner une élection qui s'est soldée par des cadavres, mais le président Ouattara s'est senti très à l'aise pour dire que cette commission électorale, elle est bonne. Mais en même temps, il dit qu'il faut qu'on la change. On ne change pas normalement ce qui est bon. Mais il reconnaît qu'il faut qu'on change, on réforme cette constitution et cette institution, la commission électorale indépendante, l'arbitre des jeux électoraux. Mais il dit encore très loin que je félicite cette commission électorale indépendante pour le bon déroulement des élections qui se sont soldées dans le sang des Ivoiriens. Mais il faut aller comprendre quelque chose derrière ça. Moi, personnellement, je ne peux pas encourager le président de la République à prononcer ces mots publiquement. Mais je ne sais pas. Il est payé, il paye des conseillers, il a des conseillers juridiques, des conseillers chargés des élections et tout. Mais le président Ouattara fait des sorties très calamiteuses, très souvent. Donc, en clair, Ivoirien, nous allons essayer tant bien que mal de vous livrer souvent des informations très fraîches. Je vous dis que Kader,
Aujourd'hui, hier en tout cas, j'ai dit que nous avons eu celui qui lui a livré la nourriture. Il nous a dit clairement, chers frères, si vous ne faites pas quelque chose, ils vont le tuer. Je vous le dis. Parce que quand on a enlevé quelqu'un, il y a 2 objectifs à atteindre. Soit on veut quelque chose de lui, mais s'il ne donne pas là, c'est quoi? On le tue. Ou bien souvent même il donne, mais on le tue. Sinon, si on lui reprochait quelque chose qu'il a fait d'anormal, c'est la justice de son pays qui est habilitée à le traquer. La fois dernière, Alain Lobognon a tuté. Quand on dit tuté là, il y a combien d'Ivoiriens même qui sont sur Twitter? Mais Alain Lobognon a mis sur sa page Twitter pour dire le procureur Adou Richard veut arrêter le député Jacques. C'est ça seulement qui a fait que Alain Lobognon aujourd'hui il a la maca. Un député. Donc ça veut dire que si 1000 Ivoiriens, 1 million d'Ivoiriens avaient tué la même chose, mais on serait aujourd'hui tous à la maca. Même s'il n'y a pas de place, on allait nous loger 10, 20, 30 par chambre. Donc c'est pas sérieux quand on prend la justice pour régler les comptes. Quand on prend la prison pour régler les comptes. La prison est faite. La prison, c'est un lieu de rééducation et de réinsertion et non un lieu pour régler les comptes avec ses adversaires politiques. C'est ce que le président Ouattara le fait. Parce que hier, d'autres l'ont fait et nous, on a critiqué avec le président Ouattara ensemble, nous avons critiqué cela. Donc, quand tu n'es pas capable de changer la donne, ne viens pas au pouvoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà sur quoi aujourd'hui je voulais qu'on s'entretienne. Restez branchés sur nos différentes pages, Soulé de Paris, Amiral Blindé, Zoulou de Bogota, Zouzou Doumbia, Ahmed Konaté le général, Ibra Soumaro. Souvent, nous avons de très très bonnes informations pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Sinon, l'heure à laquelle je vous parle, la Côte d'Ivoire va très mal. La démocratie est piétinée, la dictature règne. Le président de la République qu'on s'est librement donné, vraiment aujourd'hui, est un véritable cauchemar pour les Ivoiriens. Et il veut encore, pire, violer une énième fois la Constitution en disant aux Ivoiriens qu'il sera candidat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est sur ça, j'aimerais vous dire bonsoir et bon début de semaine à tous et à toutes.